Bien que je démarre l'enregistrement. OK. Et ben, Adrien Euh, Paul, c'est parti. donc bonsoir. Donc, comme je ne sais plus comment ça s'appelle déjà, excuse-moi, mais comme j'ai pu vous dire, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit talk sur la sécurité des applications Elixir. C'est une présentation que j'avais déjà donnée au Meetup Paris Elixir avec un de mes collègues, enfin un de mes anciens collègues, donc qui s'appelait Nicolas Talfer. Mais aujourd'hui, je vais la faire donc tout seul. Euh, donc, à Myriad, la compagnie dans laquelle je travaillais à ce moment, au moment où on a fait la présentation, on avait un besoin de plus en plus croissant en sécurité parce que en fait, on travaillait avec des opérateurs téléphoniques, des banques, des assurances, ce genre de choses. C'est une compagnie qui faisait de la télécommunication et des fintech. Enfin, c'est une compagnie qui fait toujours, mais je n'y travaille plus plutôt. Et donc, c'est devenu de plus en plus croissant. En fait, certaines applications qui sont soit hostées chez nous, sur nos serveurs AWS, ou alors chez les opérateurs. Les opérateurs, par moment, testaient les images Docker qu'on leur fournissait. Les banques, les assurances, etc., quand on les contactait, qu'on faisait un request for proposals, nous demandait donc de nous poser des questions sur la sécurité, sur est-ce qu'on avait des tokens de sécurité, est-ce qu'on renouvelait nos secrets, est-ce qu'on avait du chiffrement des bases de données, ce genre de choses. Et donc, on a vu que c'était de plus en plus important pour ces clients-là, et par moments, c'était même nécessaire si l'on voulait avoir le contrat, on va dire. Et donc, fin 2022, début 2023, on est passé d'un mode qui était assez réactif à un mode proactif. C'est-à-dire qu'avant, quand on nous disait qu'il y avait un problème de vulnérabilité, ben, on allait faire un fixe et push ça en production, mais on n'allait pas s'occuper de détecter par nous-mêmes ces vulnérabilités à l'avance. Et donc, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire en 2023. C'est un chantier qui a duré à peu près un an. Il y avait beaucoup de changements à faire de manière générale, mais la sécurité faisait partie de ces changements-là. Et donc, ce chantier-là de plein de changements s'est fait pendant tout 2023 et jusqu'à tout début 2024. Alors, je t'interromps Euh, juste rapidement. Je sais pas si c'est que moi, mais je ne vois plus ton écran. ah, OK. Non, je crois que le partage s'est arrêté. est-ce que ça... Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Désolé. La mise à jour macOS a l'air d'avoir fait des petites bêtises. Euh, mais Donc, on a commencé à travailler pour commencer sur les vulnérabilités qui sont donc le top 10 OWASP. Ce sont des vulnérabilités qui sont chaque année les 10 plus grosses vulnérabilités qui sont détectées sur Internet. Donc, ça peut aller des injections SQL à d'autres vulnérabilités en particulier qui dépendent parfois des langages de programmation, des frameworks utilisés, mais c'est souvent celles qu'on va souvent détecter avec les différents outils qui sont mis en place. Ça va être aussi regarder et détecter les versions de l'OS qui sont utilisées. Est-ce que c'est toujours le LTS? Est-ce que c'est toujours supporté? Est-ce qu'il y a des vulnérabilités dans les paquets qui viennent avec l'OS? Donc nous, par exemple, on utilisait jusqu'en 2023-2024, on utilisait Ubuntu 16.04, qui n'était, je crois, à ce moment-là, plus LTS et qui n'allait plus être supporté d'ici peu. Et pareil pour les versions d'Elixir, on utilisait Elixir 1.8. Elixir 1.8 n'était plus supporté quand on a commencé le projet. Donc, la version d'Erlang est d'Elixir utilisée. J'imagine que mon écran a encore sauté. Je pense que c'est quand il se verrouille. Ouais. Oui, exactement. Je ne sais pas si je peux lui dire de ne pas se verrouiller tout de suite, très On, rapidement. on a trouvé quand ça arrive. C'est peut-être un truc au niveau des réglages, ou Ouais, peut-être au niveau de ton ordinateur, tu peux lui dire de ne pas se verrouiller pour l'instant. c'est ce que je suis en train de faire. Oui, dès qu'il se Ok, verrouille, sécurité. ça marchait très bien jusqu'à il y a une semaine quand j'ai fait la mise à jour. Oui, parce Pratique. qu'il a dû te mettre un temps de verrouillage d'écran très rapide quand tu n'es pas sur le secteur ou quelque chose comme ça. Bon, je suis vraiment désolé pour la présentation qui commence très très bien. Ça va aller. Donc, la vulnérabilité des dépendances, ça va être aussi les dépendances, que ce soit les dépendances de l'OS, mais aussi les dépendances des librairies Elixir, des librairies Erlang, Node.js, etc. Surtout que pendant très longtemps, donc, Phoenix venait avec
paquets Node.js ou ce genre de choses. Donc il y avait potentiellement des choses à fixer sur ce côté-là. Et des vulnérabilités qui sont spécifiques à la VM, on en reparlera un peu plus tard. Donc par exemple, tout ce qui est les atomes, c'est quelque chose qui peut être assez «dangereux» entre guillemets dans une application Elixir. Ensuite, il y a tout ce qui va être sécurité réseau. Donc nous, on avait par exemple du Mutual TLS. Pendant très longtemps, on avait des problèmes, enfin pendant très longtemps. On a eu des petits problèmes avec la TLS version 1.3 qui n'était pas supportée par les versions d'Erlang qu'on utilisait dans certains projets, donc qui ont été patch de manière assez en urgence en fait, en mettant du NGX devant. Et pareil, en termes de sécurité des logs, comme on a beaucoup de microservices et on gère, comme je disais, des transactions, du mobile money, etc., on se retrouve avec les codes PIN des utilisateurs dans nos logs, ce qui n'est évidemment pas très bien vu. Donc c'est un chantier qui s'est attelé à ces différents points, avec plus ou moins de succès en fonction des projets, évidemment. Mais donc on va commencer par les applications Elixir. Enfin, c'est principalement de ça dont j'ai discuté aujourd'hui. Donc on avait à peu près une vingtaine de repos Git à ce moment-là. On en avait un peu plus, mais on a décidé de les déprécier parce qu'ils n'étaient jamais utilisés en production par nos clients, etc. Et c'était aussi d'introduire des outils de contrôle dans la CI/CD, donc par exemple des vulnérabilités. Ça veut dire que par exemple, si on utilise un outil en command line qui va détecter une vulnérabilité, il va souvent retourner un exit code différent de 0, donc ça va faire échouer la pipeline. Ça nous permet donc de corriger, d'éviter de déployer en production quelque chose qui a des problèmes. Donc on utilisait principalement ces 5 outils différents, donc Mix, Xaudit. Il me semble que celui-ci est inclus directement dans Elixir. Mix Depth Audit, Mix Sobelo, le NPM Audit, et enfin un tout petit outil qui vérifie en fait les dépendances qui ne sont pas utilisées. Et côté OS, on vérifiait les images Docker avec Trivy, qui est un outil en command line, et avec l'espèce de scan passif qui se trouve dans AWS. On scannait les images Docker et les images EC2 qu'on utilisait, parce qu'on avait un ou deux produits qui utilisaient des images EC2. Et on utilisait pour ça principalement Trivy et un autre outil en ligne qui est directement intégré à AWS. Je crois que c'est AWS Inspector. Donc pour Mix Xaudit, en fait, il va détecter les paquets qui sont retirés, ou en tout cas les versions des paquets qui sont retirés du repository X, tout simplement. Donc par exemple, on voit que dans un des premiers projets qu'on avait, qui s'appelait UpCovid, on n'avait pas de paquet problématique. Par contre, dans un autre projet qui s'appelait Object Store, on avait une version de Plug Cowboy qui était invalide, qui avait été retirée parce que son support de télémétrie n'était pas fonctionnel. Pour le coup, on n'utilisait pas de télémétrie à ce moment-là, mais ça permet de voir un petit peu quand il y a des problèmes et quand est-ce qu'il faut mettre à jour ces différents paquets. Ça peut être plus important, plus ou moins important. Là, ici, télémétrie, nous, on ne l'utilisait pas, donc ce n'était pas spécialement important de le mettre à jour. Ensuite, on avait donc Depth Audit, qui est donc cette fois-ci une librairie qu'on va installer. Ça va regarder les vulnérabilités qui sont sur les librairies les dépendances de votre code. Donc, par exemple, sur UpCovid, quand on l'a run la première fois, on s'est rendu compte qu'on avait 3 vulnérabilités qui se vont de sévérité modérée, on va dire, à haute, et qui étaient dans Phoenix. Et on peut voir aussi, par exemple, quelle version nous on avait, donc la version 1.4.16, et à partir de quel moment c'était fixé, donc la version 1.6.14. Ce que ça voulait dire ici, c'est qu'il fallait mettre à jour Phoenix. Et comme Phoenix 1.6.14 demande d'avoir Elixir, je crois que c'était Elixir 1.12, il me semble, ça nous demandait aussi de mettre à jour Elixir. Et donc Erlang, et donc aussi derrière Docker, etc. Donc sans parler même des images Docker qui avaient des vulnérabilités, de base, on avait un problème, c'est que pour fixer les vulnérabilités de Phoenix, il fallait qu'on mette à jour à peu près tout le reste de notre écosystème, en fait, notre infrastructure, etc. Enfin, on a donc Mixobelo, qui est donc un outil d'analyse statique. Ça va retourner des vulnérabilités qui sont donc un peu plus tôt, je parlais de OWASP. Donc là, par exemple, on voit que dans celles qui sont supportées, il doit y avoir normalement des requêtes SQL d'injection, des SQL injection, pardon. Mais aussi des vulnérabilités qui sont un peu plus propres à la machine virtuelle Beam. Donc, par exemple, il y a le Daniel of Service avec le string to atom. C'est un des exemples dont je vais parler juste après. Et il y a un petit guide aussi en ligne qui est très pratique, qui a été écrit par le fondateur, je pense, de Paraxial.io, qui décrit un petit peu plus les différentes vulnérabilités, les différentes erreurs que Sobolo va montrer et comment les fixer. Mais évidemment, on va en reparler un petit peu. Donc Sobolo, ça s'utilise pareil en outil de command line. Ça va retourner quelque chose comme ça.
ça va nous dire en fait le module qu'on va utiliser dans la documentation de ce boulot pour trouver la vulnérabilité. Ça va nous dire un petit peu aussi à quel point il est confiant dans ce qu'il affiche, le fichier, la ligne, etc. C'est quand même pratique parce que ça nous permet d'aller très rapidement dans le code. C'est pas parfait par contre. Par exemple, quand il y a une pipe Elixir, ça va souvent détecter la mauvaise ligne. Ça va être proche de ces lignes-là, mais ça va souvent être un peu décalé. Et surtout, les 2 petits problèmes qu'il y a, c'est que ça va découvrir beaucoup de faux positifs, ce qui va nous demander donc, de mettre des décorateurs de fonctions dans le code ou alors de modifier la config de ce Sebelo dans un fichier genre .sebelo, config pour lui dire d'ignorer ces problèmes-là. Et surtout, ça va nous demander donc pour chaque vulnérabilité qui est détectée, déjà de s'assurer que c'est bien la vulnérabilité qui a été détectée, de vérifier si, c'est une vulnérabilité qui est, grave ou non et donc, de comment la fixer. Donc par exemple, l'exemple qu'on va avoir juste après, qui est donc le string to atom. Si par exemple vous avez une application qui est utilisée uniquement en interne, qui tourne juste en local et auquel personne n'a jamais accès, c'est pas très grave si ce boulot retrouve des vulnérabilités dedans. Par contre, si c'est quelque chose qui est face à internet, que vous avez des utilisateurs qui tapent dessus, et cetera, bah là, ça va être important de regarder ce que ce boulot dit, de commencer à le fixer, de réfléchir à comment on le fixe, et cetera. Donc pour ce cas précis particulier de string to atom, basiquement, dans la VM Erlang, les atomes ne sont jamais, garbage collected. Il y a un certain nombre d'atomes maximum qui est donc par défaut de 1 000 000 et quelques et ça veut dire qu'à chaque fois que, vous faites un string to atom, ça va créer un nouvel atome et cet atome-là va exister dans la VM jusqu'à ce que vous la redémarriez et donc, si vous utilisez string to atom pour générer, des atomes à la volée, potentiellement, si c'est un input utilisateur qui est dynamique et auquel vous faites confiance, les yeux fermés, ça risque de faire crash la VM parce qu'en montant en atteignant le nombre maximum d'atomes dans la VM, ça va faire complètement crash la VM et vous allez plus avoir de service de up. Là, dans l'exemple, on voit que, on lance une, session IEX. En lançant le Erlang system info, on voit déjà que de base, sans rien faire, il y a 13 000 atomes qui sont déjà réservés parce que ça va être les noms de fonctions, les noms de modules, Elixir, Erlang, et cetera. Donc par défaut, vous avez déjà 13 000 atomes qui sont déjà occupés. Et là, ensuite, on va créer très rapidement des atomes en prenant des nombres entiers. Et on voit que quand on atteint le maximum, la VM crash et on se retrouve sans rien. Donc, la solution, c'est soit d'éviter de créer dynamiquement des atomes, ou alors d'utiliser le string to existing atom, qui va donc vérifier d'abord que l'atome existe déjà dans la VM avant de convertir la chaîne de caractères en atome. Et donc en prenant un petit exemple que Sebelo va vous montrer, Sebelo va détecter ici que c'est donc dans le bon fichier, il va détecter à la bonne ligne, il va donc nous dire que c'est la variable name qui est utilisée, qui est incriminante, on va dire. Et ça suffit ici, dans cet exemple-là, ça suffit à détecter et à comprendre ce qui se passe. Mais la documentation de Sebelo, elle fait beaucoup, elle est très succincte, on va dire, il y a vraiment pas beaucoup d'informations dessus. En fonction des vulnérabilités en question, ça peut être très compliqué de détecter, et de comprendre ce qui se passe et c'est pour ça que je recommande vraiment d'utiliser le guide de paraxel.io, il est vraiment très bien. Je ne sais pas s'il est complet, je crois que quand on a commencé à l'utiliser, il n'était pas encore complètement complet, mais c'est vraiment pratique. Par exemple, tout ce qui est les config.csp et config.hsts, si vous n'en avez jamais fait, ça risque d'être un petit peu un choc, on va dire, de commencer, d'essayer de comprendre ce qui se passe et de comprendre comment le fixer, comment Sebelo le détecte, et cetera. C'était compliqué. Un autre exemple ici, ça va être, par exemple, des SQL injection. L'exemple qu'on a utilisé en particulier, c'est quelque chose que vous allez normalement pas souvent faire avec Ecto, mais imaginons qu'on le fasse. Basiquement, c'est, on prend une variable, on prend une requête SQL et on injecte, une partie de la query qu'on recherche. Donc ici, par exemple, on cherche un utilisateur par son nom. Et donc on prend ce que l'utilisateur nous fournit, son nom directement, et on l'injecte dans la query SQL. Et ici, un utilisateur qui serait malicieux, par exemple, pourrait nous dire, bon, mon nom, c'est name. Je pense que l'exemple est juste derrière. Mon nom est, on le voit ici, mon nom, c'est slash, anti-slash, backslash, or.
et on met des... Bref, je vais pas le lire, je vais pas le lire, mais je vais vous laisser le lire de vous-même. Mais vous voyez que c'est pas un nom qui est normal, etc. Mais ça va quand même rentrer dans Ecto. L'exemple était ici aussi, pardon. Ça va rentrer directement dans Ecto. Là, il n'y a aucune vérification qui est faite, etc. Et comme la query évalue à vrai, bah, l'utilisateur, en rentrant cette information-là, il peut récupérer toutes les informations de la base de données, bon, dans la table user ici, mais dans l'idée, il pourrait accéder à tout et n'importe quoi grâce à cette commande. Donc, il y a différents fixes. Ça peut aller de faire des espèces de prepared statements, ou alors tout simplement utiliser les fonctions qui viennent avec Ecto directement. Évidemment, c'est pas toujours possible, mais ici, par exemple, on peut faire un repo getBy avec la valeur, enfin la clé qui nous intéresse, et Ecto va s'occuper de sanitiser l'input et de gérer de lui-même et nous retourner ici nil. C'est quand même assez classique dans la plupart des frameworks et dans la plupart des langages de programmation d'avoir des SQL injection. Ça va donc forcément dépendre de ce que vous utilisez, etc. La table des atomes, par exemple, c'est quelque chose qui existe probablement que dans la BIM-VM, je pense. Ensuite, on avait donc tout ce qui était le NPM audit des assets. Maintenant, dans Phoenix, ça n'existe plus. Nous, on avait beaucoup de projets qui étaient uniquement du back-end, mais qui avaient quand même la partie Node.js. On a dû soit la retirer, soit les corriger. Et on avait aussi des projets qui étaient purement du Node.js et du React. Ça a pu prendre beaucoup de temps de les corriger. Mais voilà, il y a le NPM audit qui permet de détecter un petit peu les vulnérabilités dans les dépendances. Pareil, ça va taper sur tout. Donc, si vous avez une dépendance qui n'est utilisée que en mode développement, ça va aussi être détecté. Ça peut être négatif quand même d'avoir une vulnérabilité dans une dépendance de développement, mais pareil, comme d'habitude, il faut savoir lire un peu ce qui se passe et réfléchir à notre modèle de menace et à quel point c'est important pour nous de fixer ça. Il y avait donc le fameux Mixed Depth Unlock Check New News qui va vérifier que vos dépendances sont toujours utilisées. Basiquement, les dépendances que vous n'utilisez pas peuvent toujours avoir des vulnérabilités, mais aussi l'intérêt, ça va être de retirer tout simplement la compilation, du téléchargement. Quand vous le faites en local, dans la pipeline, ou même que l'image est stockée sur un registre d'images, bah, ça prend de la place pour rien. Forcément, ça peut aider un petit peu de faire du ménage là. Enfin, c'est une vulnérabilité qui est plus ou moins visible ou qui est pas forcément toujours, dont on parle pas toujours, mais ça peut être aussi le leak de la stack technique. C'est-à-dire que quand vous faites une requête à un serveur, parfois, souvent ce qui arrive, c'est que l'outil qui est utilisé pour faire le serveur web, on va dire, va envoyer un header qui dit qu'est-ce que c'est. Donc par exemple, nous, dans Cowboy, qui est plus utilisé dans Phoenix par défaut maintenant, mais c'était le cas quand on a commencé notre projet, il retournait un header serveur Cowboy. Ça fait qu'un attaquant, s'il fait une requête et il voit ce header-là, il sait, ah, ok, bon, bah, c'est Cowboy qui est utilisé, je peux juste sortir la liste des vulnérabilités Cowboy et commencer à travailler dessus. À la place de commencer par du PHP, du Node.js, du Java avant de trouver, il peut juste prendre Phoenix et commencer à taper directement sur les vulnérabilités Phoenix. Ça leur fait gagner du temps. Là, il y a des fixes plus ou moins faciles, on va dire. La version, enfin, pas forcément plus ou moins facile, mais plus ou moins importante. La version la plus légère, on va dire, c'est de faire un plug de nous-mêmes qui va juste en fait retirer la valeur ou la modifier. Donc ici, c'est assez facile, on définit un plug, ça prend quelques lignes seulement, et ça va donc écraser la valeur qu'on lui donne, et la valeur de Cowboy par la valeur qu'on lui donne. Ou alors la solution 2, donc, c'est d'utiliser Bandit. Maintenant, c'est le serveur web par défaut de Phoenix, mais lui n'introduit pas de header HTTP. Donc là, on va parler un peu plus de tout ce qui va être le scan des images Docker et d'un peu plus d'infrastructure, on va dire. Nous, ce qu'on utilisait, donc, c'était Trivi. C'est un projet open source, il me semble, qui est en ligne de commande. Nous, on l'utilise en ligne de commande. Et enfin, on avait donc le AWS Inspector qui tourne sur les images ECR et EC2 dans le registry. Et je crois qu'il y a d'autres. Il y a aussi, évidemment, Docker Hub le fait, je crois. Il doit y avoir Arbor qui le fait. Nous, on était chez AWS dans le registry d'images AWS, donc c'est pour ça qu'on utilise celui-là. Basiquement, c'est un outil en commande ligne qui prend l'image que vous voulez utiliser et il va vous sortir donc les vulnérabilités qui existent dessus. Ça va vous sortir la librairie qui est problématique, la vulnérabilité en question, à quel point c'est sévère ou pas, si c'est fixé ou pas, parce qu'il peut y avoir des vulnérabilités qui n'ont pas encore de fixe, quelle version vous utilisez vous et à partir de quelle version ça a été fixé, et ça peut avoir un peu plus d'informations. La solution, entre guillemets, de ce genre de choses en général, c'est que quand il y a une version qui est fixée, c'est d'utiliser le apt update et upgrade dans les Dockerfiles pour récupérer les derniers fixes.
ou alors de supprimer les paquets que vous n'utilisez pas. Le seul souci, de faire ça, c'est que quand vous allez, si jamais vous décidez de faire des apt update et apt upgrade dans vos Dockerfile, c'est que, potentiellement, vous pouvez avoir 2 versions différentes de paquets dans 2 images Docker. Imaginons que, je déploie mon image en pré-prod, donc je build mon image, je la déploie en pré-prod. Ça prend peut-être plusieurs semaines avant que ce soit validé et déployé, pour des raisons X ou Y. Mais entre-temps, il y a eu une nouvelle version d'un paquet qui est sorti. Et ben, dans mon image de prod, quand je vais faire mon apt et mon apt update et mon apt upgrade, ça va mettre à jour mon image de prod. Enfin, ça va mettre à jour la dépendance dans mon image de prod. Et donc, je vais plus avoir du isoprod entre la pré-prod et la prod. C'est pas forcément très grave, évidemment. Ça va dépendre des paquets qui sont mis à jour. Mais c'est peut être important pour, plein de raisons de vouloir vraiment la même chose entre la pré-prod et la prod. Normalement, c'est l'idée. Donc la solution, à ce problème-là en particulier, ça va être de faire ce qu'on appelle du hardening de l'image. C'est-à-dire qu'on va prendre notre image de base, donc ici on prendrait, Elixir 1.16.2, Erlang 25.3.2, 10, Debian, Dbuster et la date, et cetera. On mettrait juste en fait, on ferait un nouveau Dockerfile qui utilise cette image de base. On aurait peut-être 1 ou 2 lignes pour faire notre apt update et apt upgrade, et ensuite on va utiliser cette image-là qu'on va upload donc sur notre registry d'images, et on va utiliser cette image-là qu'on a endurcie et on va l'utiliser comme image de base dans nos Dockerfiles à nous. Il y a aussi un problème, c'est que, comme vous l'avez compris, ça veut dire que nous aussi, on doit maintenir cette image-là, on doit la mettre à jour, on doit aussi la stocker. Donc ça veut dire qu'on prend de la place, ça veut dire qu'il y a de la bande passante aussi, parce qu'on va aller chercher l'image, la pool, à chaque fois qu'on fait un build d'image, on va devoir la pool, on va devoir peut-être push aussi, et cetera. Ça demande du travail en plus. Donc, comme d'habitude, il va falloir savoir à quel point c'est important pour vous d'avoir la même chose entre la pré-prod et la prod, à quel point ça va être pour vous important d'avoir vos images qui sont le plus sécurisées possible, et cetera, et cetera. Ce qui est, important, ce qui peut être important de voir aussi, c'est le CS je recommence, CVE, en lui-même. Pardon, j'ai plus d'image de celui-là en particulier, mais si on va prendre, heu, on va prendre un CVE en je sais pas ce qui se passe, mais on va prendre un CVE qui est, peut-être, random. Bon, bah, je vais pas l'avoir. 2024 0,55. Oh, pardon. CVE 0,50, 0,55. Donc en fait, il y a des sites qui vont avoir les détails des CVE, et cetera, et à quel point c'est important de les, fixer et cetera. Ça va donc avoir un mini texte qui va vous expliquer, quelle est la vulnérabilité en question, quelle est la librairie qui a la vulnérabilité. Hem Et on va avoir une mini explication du score, quand on clique dessus, je pense. Non, très bien. Ça dépend des sites, il y a des sites différents, et cetera. Mais vous voyez, en fait, sur le côté qu'il y a un giga morceau de texte qui indique, qui a plein de petites lettres et de chiffres, et en fait, ça détaille comment la vulnérabilité est exploitable. Il y a une mini explication en dessous, donc là, par exemple, c'est si on voit que, c'est un attaque vector network, attaque complexity low, et cetera. En gros, basiquement, ça veut dire que, il faut regarder ces valeurs-là, parce que ça veut dire ici, par exemple, cette vulnérabilité-là, pour accéder à cette vulnérabilité-là, il suffit juste d'avoir un accès réseau à votre serveur, votre logiciel qui tourne. Donc si, par exemple, votre logiciel, il tourne dans un endroit où il n'y a pas de réseau, bah, c'est pas important, vous n'avez pas besoin vraiment de la fixer de manière urgente. Par contre, si c'est pareil, si c'est accès à internet, si c'est facile d'y accéder, bah, ça va être important de commencer à regarder. Pareil, si c'est très complexe, ça va être, plus ou moins important. Peut-être que ça va vous demander d'avoir ici, ça ne demande pas d'avoir des privilèges en particulier, ça ne demande pas d'être root. Le user interaction, c'est-à-dire que c'est none, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'un utilisateur ouvre la page web qui a été modifiée pour que ça s'applique, par exemple. Bref, c'est beaucoup de choses qu'il faut regarder à chaque fois qu'il y a une vulnérabilité que vous n'êtes pas trop sûr de pouvoir fixer très rapidement. C'est savoir, OK, à quel point c'est important qu'on s'en occupe maintenant, maintenant, maintenant. Ça fait partie de la grosse discussion autour du modèle de de menaces, à quel point vous avez une surface de menace qui est grande ou pas, et à quel point c'est donc important de passer du temps et de l'énergie sur ce fixe de manière urgente. Bref, maintenant on va parler, donc nous on a profité en fait de toute cette discussion-là sur la sécurité et sur je sais pas comment fermer ça.
si je fais ça, est-ce que vous avez voyé tout ça? Oui. Donc nous, on a profité donc de tous ces changements-là, surtout de la sécurité et de l'ajout de ces informations-là dans notre pipeline pour ajouter des nouveaux checks, autour de notre pipeline, donc de qualité. Donc on a rajouté Credo, qui est un genre de linter, qui est juste pour du Elixir, qui est un intérêt, c'est de faire beaucoup d'apprentissage sur la qualité du code, sur comment mieux écrire du code Elixir. Il est aussi très, très paramétrable, c'est très important. On va aussi vérifier que le code est bien formaté. On ne s'en rend pas forcément compte, mais ça peut beaucoup, beaucoup aider d'avoir tout le monde la même manière de d'écrire le code, le même format, de pouvoir trouver les mêmes informations au même endroit. Et enfin, la couverture de la documentation. Donc Credo, tout simplement, c'est un outil en ligne de commande également. Ça va vérifier donc tous les fichiers. Par défaut, ça vérifie tous les fichiers du projet et ça va détecter plein de types de problèmes, on va dire. Donc dans mon cas, par exemple, ici, ça a détecté des issues de lisibilité de mon code. C'est pas forcément, donc il faut lire pareil, il faut lire ce que ça indique, mais ici, ça dit que les fonctions, les predicate functions, donc c'est une fonction qui va retourner un booléen. Moi ici, je les avais écrites isAdmin avec un point d'interrogation. Ce que Credo conseille, c'est qu'on retire le is et on garde le question mark. Donc à la place d'être isAdmin, ça serait juste admin point d'interrogation. Ici, c'est une détection d'erreur que j'ai moi-même modifiée dans le fichier de configuration pour dire je veux qu'elle s'affiche. Par défaut, Credo ne va pas vous embêter avec cette indication-là, mais par contre, il va détecter par exemple que vous utilisez des espaces à des endroits mais pas à d'autres. Par exemple, entre les parenthèses ouvrantes et fermantes, vous mettez un espace à ou deux, ou alors vous en mettez qu'à un seul endroit. Si c'est pas constant, il va le détecter aussi, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de détections, beaucoup, beaucoup de différentes options dans Credo. Par défaut, elles sont très, très bonnes. Il y a 2 modes aussi, il y a un mode normal et un mode strict. Il n'y a pas besoin de tout bidouiller à la fois. C'est vraiment très, très bien et ça explique beaucoup, beaucoup de choses. Il y a pareil, il y a la version en ligne sur XPM a les mêmes informations que dans le terminal, mais c'est vraiment très très pratique, d'utilisation. Ensuite, on a donc ajouté Doctor, il y en a d'autres qui existent maintenant. Doctor, et ça va basiquement regarder, la couverture de documentation des différents modules. Donc ça va prendre le module doc, ça va prendre le spec, ça va prendre le doc, enfin le arrobas doc et le arrobas spec. Ça va aussi potentiellement vérifier, par exemple, que vos structs ont bien les types aussi qui sont indiqués. Alors les types, pas les types, le nouveau typage d'Elixir, mais le type, un peu suggéré, je crois, d'Elixir. Et donc ça va faire des pourcentages et cetera et ça va vérifier que ça fonctionne. Pareil, c'est paramétrable. Donc on peut dire s'il y a un module doc, s'il y a pas de module doc, par exemple, bah, tu échoues. S'il y en a un, par contre, c'est bien, mais il faut que la documentation soit couverte à 50 75 et cetera et cetera. Il y en a d'autres qui existent. L'autre, assez connu, je pense, qui existe, ça s'appelle Inches. C'est basiquement l'idée, c'est qu'à la place de compter vraiment, de faire un calcul du pourcentage, ça va dire: «OK, cette fonction-là, elle fait 5 lignes, c'est pas très grave si tu la documentes pas. Par contre, celle derrière qui fait 100 lignes et qui a 36 arguments, elle, faudrait vraiment la documenter». Et donc ça va faire plutôt des stats un peu comme ça, où ça va essayer de comparer la taille des différentes fonctions, la taille des différents modules et dire: «OK, il y a besoin», c'est plus il y a besoin d'efforts à cet endroit-là. Je pense que c'est plus doux comme approche. Nous, malheureusement, on a trouvé Doctor avant l'autre et on a décidé d'utiliser Doctor. Mais je pense que pour commencer, Inches est vraiment peut-être plus facile pour commencer, pour appréhender un petit peu la documentation d'Elixir. Malheureusement, ajouter toutes ces informations, tous ces nouveaux, checks dans la pipeline Elixir, ça peut aussi ralentir tout ça. Donc on est passé par plus ou moins beaucoup de recherches pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait optimiser dedans. Et donc on s'est assez vite rendu compte, et c'est assez facile de voir ça aussi également, c'est qu'en fait il y a des différentes vérifications qui vont demander que le code soit compilé et qui vont souvent le compiler par défaut dans le mix-env dev, celui qu'on utilise par défaut. Il y en a d'autres comme les tests évidemment qui vont utiliser le mix-env égale test, mais il y en a quelques-uns qui ne vont pas utiliser, qui vont même pas nécessiter la compilation. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire à ce moment-là, c'était de paralléliser les différentes vérifications. Donc d'avoir un bloc qui va utiliser tout ce qui est compilé en mode dev, un bloc tout ce qui est compilé en mode test, et un mode qui n'utilise aucune compilation. Et on en a profité aussi pour mettre du cache, ce qui fait que basiquement que quand notre pipeline elle va runner, si elle a été run quelques fois on va dire dans la semaine ou dans le mois, on n'aura plus besoin de retélécharger les dépendances, on va plus avoir besoin de recompiler toutes les dépendances, ni le code parfois. Ça va être en fait de la compilation incrémentale, comme ce qu'on a en mode développement. Par contre, comme en mode développement, parfois ça peut avoir des petits bugs. Donc pareil, il y a une logique qui dit: «OK, si on rerun la pipeline,
ça va clear le cache et on va repartir de 0, ce qui nous fait perdre un petit peu de temps, mais parfois ça peut faire disparaître des problèmes qui sont dus à la compilation de quelque chose qui est trop ancien, etc. Mais comme d'habitude, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un côté négatif à faire les choses en parallèle, c'est que ça va demander plusieurs runners. Donc que ce soit les runners GitHub ou les runners self-hosted, etc., ça va vous en demander plusieurs. GitHub fait payer à peu près, je pense, enfin nous quand on a mis ça en parallèle par exemple, je pense que c'est 3 fois 0,5 le coût d'un runner, on va dire. Enfin c'est pas exactement, ça va nous faire payer le nombre de minutes GitHub qu'on a utilisé par runner. Donc c'est-à-dire que là on a besoin de 3 runners, on va avoir 3 runners, ça va prendre 5 minutes, chaque runner va prendre 5 minutes. Bah, ça va nous faire payer 15 minutes. Et pas exactement, ça va nous faire payer un peu plus, genre 17 minutes peut-être à la place. Ce qui fait que ça a un coût. Pareil, si c'est chez AWS, ça veut dire que vous avez plusieurs runners qui sont lancés. Si vous avez 20 projets avec 3 runners qui sont lancés toutes les demi-heures, bah, ça fait exploser le nombre de runners. Mais de l'autre, c'était quand même plus rapide dans notre cas à nous. Parce que par exemple, on a des tests qui prennent 40 minutes dans certains projets. Si on attend 40 minutes pour avoir nos informations de credo et nos informations qui ne demandent même pas de compilation, c'était long. Donc on s'est dit, OK, on va paralléliser les choses. Ça va nous permettre d'avoir des résultats qui sont plus rapides. Ça va nous permettre de travailler un petit peu en parallèle de la pipeline. Et ça nous a fait gagner du temps. Pareil, même le cache aussi, c'est vraiment, s'il y a vraiment quelque chose à faire en premier lieu, je pense, c'est de mettre du cache. C'est la méthode, l'option la plus facile, on va dire, d'accès et qui demande pas spécialement plus de coûts. Et ça vraiment accélère les choses. Et c'est vraiment très important. Le cache peut aussi être mis du côté de le build de l'image Docker. C'est quelque chose qui n'était pas à Myriad quand je suis parti, donc en avril. On n'avait pas encore eu le temps de le mettre en place, mais basiquement, c'est-à-dire que quand vous allez utiliser l'image Docker, ça va, à la place de build l'image directement, ça va prendre une image en cache et ça va essayer de build les différentes couches à partir de ça. Ce qui fait que souvent, vous n'avez pas besoin de retélécharger les dépendances, de les remettre à jour, etc. Enfin, de les recompiler, ça va déjà être mis en cache et ça va aussi accélérer les choses. Nous, par exemple, même avec la pipeline et le cache côté CI, donc la côté intégration, le côté vérification, etc., on est peut-être passé de 40 minutes à 30 ou 20 en fonction des différents projets. Par contre, la partie image Docker, comme elle n'avait pas de cache ni quoi que ce soit de mis en place, bah, ça prenait quand même 40 minutes. Donc ça restait quelque chose qu'il fallait faire aussi de ce côté-là. Le cache, par contre, peut être un peu compliqué à mettre en place, plus dans la partie GitHub Actions que la partie Docker, pour le coup. Je ne sais pas trop pourquoi nous, on l'a pas mis côté Docker en premier, mais voilà. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Maintenant, dans tout ça, c'est très bien, on a nos différentes vérifications, on a nos différents, on fait les vérifications des images Docker, on sait que ce qui est mis en production, on les met en production, on s'assure que tout fonctionne bien, etc. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a des CVE tous les jours, il y a des vulnérabilités qui apparaissent tous les jours. Ça peut être des vulnérabilités qui apparaissent dans des projets que vous ne mettez même plus à jour. Nous, on avait un projet, par exemple, qui n'est plus maintenu par les développeurs. Ça fait des années qu'on n'y touche plus. Ça fait des années qu'il est sur un repo Git qui n'est pas touché, et n'est pas mis à jour. Et on n'a plus ça en testing, on n'a plus ça en pré-prod, mais on avait toujours en prod parce qu'il y avait un client qui utilisait. Le problème, c'est que donc, cette seule instance qui tourne toujours en prod, bah, elle accumule elle aussi des CVE, des vulnérabilités. Donc potentiellement, ce projet-là que vous avez oublié depuis 3 ans, ça veut dire que maintenant, potentiellement, il faut le mettre à jour maintenant. Donc ça vous demande le même travail. Nous, on a passé plusieurs mois à mettre à jour nos projets Elixir parce qu'ils datent de l'Elixir 1.8. Bah, potentiellement, vous allez devoir le faire aussi parce que ça fait 3 ans que vous ne touchez plus à ce bout de code-là. Et pareil, si vous avez un projet, vous fixez les vulnérabilités de votre projet, etc., vous mettez ça en testing, vous mettez ça en pré-prod, peut-être que c'est même sur la branche main, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Tant que c'est pas en production, vous n'avez pas terminé. Par exemple, quand il y avait Log4j qui était il y a quelques années en Java, même si on fixe le truc en local et qu'on commence à push ça en main, etc., le temps que c'est mis en prod, que ce soit mis en prod, bah, c'est toujours vulnérable. Ça peut toujours être exploitable. Donc, il y a des outils pour ça. Donc, par exemple, je ne veux pas vraiment faire la publicité, mais par exemple, c'est quelque chose que Paraxel.io propose aussi. C'est une sorte d'inventaire des vulnérabilités. Nous, on n'a pas utilisé Paraxel.io, je tiens à le préciser quand même. Mais on a commencé à faire la même chose de notre côté. C'est un inventaire en fait des applications qui tournent en prod. C'est-à-dire qu'on a accès à une liste des différentes dépendances, à leur version, etc. Et on sait donc qu'est-ce qui est en prod actuellement, qu'est-ce qui n'est pas fixé en prod actuellement. Et donc, pareil, il faut aussi lancer périodiquement les scans de sécurité, potentiellement la pipeline aussi. Il faut dire, OK, on la run à chaque fois qu'il y a un push, etc. Mais peut-être que toutes les semaines,
le lundi, à 8 heures, on lance un scan on lance à la pipeline juste pour vérifier qu'il y a plein de vulnérabilités qui ont été introduites. Ça va avoir un coût aussi. Donc pareil, il faut toujours choisir est-ce que c'est assez important pour qu'on le fasse ou non. Voilà. Donc en résumé, il y a beaucoup de choses à inclure dans sa CI/CD, dans sa pipeline de CI/CD pour la sécurité en Elixir ou même de manière générale. Donc il y a des outils qui sont, plus ou moins importants dedans. Vous pouvez utiliser plein d'outils. Il y a plein d'outils open source qui existent pour le scan des images, Docker, que ce soit même intégré. Je crois que le Docker, l'application Docker maintenant sur, enfin Windows et Mac et même Linux, je pense qu'il existe maintenant, le fait aussi. Et voilà. Et par rapport à la CI, vraiment paralyser les choses, c'est pas forcément très important, mais mettre du cache, je pense que ça aide énormément. Nous, on n'utilise pas du tout, Dialyseur, mais c'est aussi quelque chose qui peut être très important dans votre pipeline de CI/CD. Le mettre en cache, ça va faire qu'à la place de mettre 15 minutes à chaque fois qu'il se vérifie, bah, ça va fonctionner directement. Donc ça peut être vraiment très important. Et enfin, il y a une sorte de petit bonus. Bon alors j'ai exploré ça donc il y a plusieurs mois maintenant, mais basiquement, le créateur de Docker est parti faire son propre moteur de CI/CD, on va dire, qui s'appelle Dagger. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'il y a des SDK pour plein de langages de programmation, enfin, je crois un peu plus maintenant, dont Elixir. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est de voir Elixir aussitôt dedans. Et basiquement, ça permet en fait de lancer des pipelines de CI/CD, d'écrire la logique de la pipeline de CI/CD, mais de l'écrire en Elixir et d'avoir accès à tout ce qui fait Elixir le langage qu'on connaît. Donc là, par exemple, j'ai pris mes différentes tâches, mes différentes mix tasks, et je les ai mis dans un task async stream et ça m'a lancé donc toutes les commandes en parallèle et j'ai pu après les vérifier, faire un stream.map dessus, un enum reduce. Et par exemple, on pourrait imaginer qu'on a derrière, on a une live view qui va s'afficher, on va connecter ça avec du PubSub ou même des requêtes des requêtes HTTP. On pourrait avoir un système juste avec ça. Et à la place donc d'utiliser GitHub Actions potentiellement, d'avoir le code écrit en Elixir et de ne pas s'embêter avec du YAML et de lire la documentation qui peut être parfois complexe et compliquée à lire et qui n'a pas forcément toutes les options qu'on veut, etc. Ça peut être intéressant. Par contre, évidemment, c'est encore très alpha ou en bêta. Mais voilà, c'était quelque chose que je voulais explorer un petit peu, puis c'était quand même assez amusant de voir le résultat. Puis c'est à peu près là où je me suis arrêté par contre avec, malheureusement. J'ai fini ma présentation, puis merci beaucoup de votre attention. J'espère que c'était pas trop chaotique, mais merci. Non, ben, Merci. ah oui, bien joué pour la réaction. Bravo, bravo. Non, c'était super intéressant. On a du temps pour des questions. Du coup, je ne sais pas si certains avaient des questions à poser. Moi, j'ai une question. C'est pas exactement relié au sujet, mais définitivement relié à la sécurité. Je me demandais, parce que je suis nouveau à l'écosystème, si les communications dans le cluster, donc quand on fait de la messagerie entre les nœuds d'un cluster airline, est-ce que les communications sont chiffrées par défaut? Comme quand on monte des nœuds multiples. Pour être honnête, j'en ai aucune idée. Pour le coup, j'en ai pas vraiment beaucoup d'idées. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de sécurité sur la connexion en elle-même. Il suffit juste d'avoir Oui, le c'est cookie ça. pour se connecter. Par Oui, contre, c'est ça. les échanges qui se font entre les nœuds, je ne sais pas si tu pourrais te brancher et lire ce qui se passe entre eux. Exact. Je ne sais pas trop. OK, juste une question. Mais ça peut être un peu compliqué. Mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre a la réponse, mais pour le coup. J'ai pas la réponse non plus. Oui, je vais gratter. C'est intéressant à creuser. Est-ce qu'il y a une autre question? Un autre commentaire, parce que j'ai eu à faire des choses semblables avant ma vie Elixir, qui est très, très neuve. Mais quand tu parlais par exemple, après avoir fait une investigation sur les vulnérabilités, quand on trouve que, par exemple, telle vulnérabilité, médium, mais elle ne s'applique pas à notre cas, par exemple, on peut mettre parfois des exceptions dans des fichiers de configuration, mais on a trouvé que, dépendamment comment les exceptions sont notées, qu'il valait toujours mieux avoir un système d'expirer les exceptions. Parce que même si on a revu,
que tel module était effectivement à ignorer les vulnérabilités. Des fois, il y a des vulnérabilités supplémentaires et que peut-être que c'est pas valide de l'exclure à tout jamais. Donc, de toujours revoir finalement ces exceptions-là parce qu'ils peuvent se cumuler, mettons. C'est une bonne remarque. De notre côté, on a abandonné l'idée que le scanner Docker allait faire échouer la pipeline, notamment parce qu'il y avait des vulnérabilités qu'on n'allait pas fixer tout de suite Ouais, et que ça nous bloquait dans le système. Donc, on a juste retiré ce système-là et on gardait l'espèce d'analyse passive côté ECR, enfin le côté registry. Mais côté Elixir, effectivement, nos modules, une fois qu'on a mis la fonction, on a mis le décorateur de fonction qui dit OK, bah, ignore la vulnérabilité dans ce truc-là, ouais. c'était oublié. Mais on n'a jamais ignoré globalement quelque chose. On n'a pas jamais dit dans le fichier de configuration, OK, ignore toutes les erreurs de ce type-là. On Une s'en fonction fichait jamais. particulière. Nous, c'était vraiment fonction par fonction. Mais effectivement, on n'a pas mis de to-do derrière pour dire, OK, il faudra peut-être le vérifier un jour. Ouais, bien content que les outils arrivent pour nous aider finalement, parce que on le voit aussitôt qu'on commence à regarder les choses que le problème est hors contrôle. Surtout dans des écosystèmes, Elixir est probablement beaucoup mieux pour ça, parce que les choses se semblent aller plus calmement vers l'avant. Mais dans l'écosystème Node.js, je veux dire, c'est facile d'avoir des centaines de dépendances qu'on n'arrive pas à suivre. C'est le chaos total. Bah, notre collègue, moi je me suis principalement occupé de tout ce qui était Elixir, mais j'ai un collègue qui s'est gentiment occupé des 2 projets Node.js, purement Node.js qu'on avait en React. Ça lui a pris plusieurs mois de fixer toutes les dépendances et Ouais. de les mettre à jour. Alors, il ne travaille pas uniquement dessus, mais entre lui et les DevOps qui ont dû travailler d'arrache-pied pour le faire fonctionner et le déployer, ça a été un cauchemar assez monstrueux pour le coup. Ouais. Oui, surtout que dans Node.js, tout l'outillage de la chaîne, qui est pas, c'est pas juste le compilateur Elixir, il y a beaucoup, beaucoup d'outils dans la chaîne qui ont, eux, énormément de dépendances, qui sont pas exposés en production, qui sont juste dans le build, mais bon, est-ce qu'on en tient compte ou pas, là, ça devient vraiment très difficile à tracer. Et effectivement, c'est pour ça que dans l'écosystème Node, on fait souvent, soit pour faire des paquets de distribution plus minces, mais aussi de différencier les build dependencies des production dependencies. Ben, c'est ça. On va falloir devenir beaucoup plus sophistiqué. Mais je sais qu'il y a aussi un groupe d'études, on va dire, de la Erlang Foundation qui travaille sur la sécurité Elixir depuis, je ne sais pas s'ils ont terminé, mais ils ont commencé l'année dernière ou en 2023 peut-être, à travailler sur le sujet de la sécurité en Elixir et notamment des histoires OWASP, etc. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné pour le coup, mais je sais qu'ils avaient lancé ce travail-là il n'y a pas si longtemps que ça. C'est super. Merci beaucoup pour une bonne présentation pratique tirée de l'expérience terrain. Merci. Excellent. J'avais une petite question aussi rapidement. C'était plus en termes d'organisation dans la compagnie. Là, si je comprends bien, chez Myriad, donc ton rôle, ta job, c'était en tout cas, tu t'es concentré sur la question de la sécurité. C'était ton mandat en général ou c'était pendant un moment? Est-ce que c'était ton poste ou est-ce que c'est quelque chose qui tournait? Alors, moi, j'ai fait ça en alternance au début à Myriad. J'ai fait 2 ou 3 ans d'alternance. Donc, basiquement, c'est travailler c'est 4-5 jours à l'école, 4 jours par semaine à l'école, 4 jours par semaine à l'entreprise et 1 journée par semaine à l'école, on va dire. Et j'étais développeur Elixir / full stack pendant la plupart du temps. Et vers la fin, j'ai été plus ou moins déclaré volontaire pour faire ce projet-là. J'ai travaillé avec donc, mon collègue Nicolas et donc beaucoup l'équipe des DevOps pendant à peu près 1 an. Et au bout d'un moment, bah, Nicolas est reparti sur d'autres projets, puis je suis resté sur toute la partie sécurité, déploiement, etc. Mais effectivement, à l'origine, j'étais vraiment là pour faire du développement full stack, et juste pendant cette année-là, j'ai fait beaucoup de sécurité, beaucoup de Docker, un peu de Kubernetes et de GitHub Actions, etc. C'était principalement parce que ça m'intéressait beaucoup la partie DevOps, et j'étais un des seuls développeurs avec l'expérience en Docker, un peu Kubernetes, GitHub Actions, etc. Ce qui fait que il y a toute une partie dont j'ai pas parlé ici, mais de documentation de comment la pipeline elle marche, de comment il faut la modifier, de mettre aussi des options. Là, toute la pipeline est paramétrable. On peut désactiver la plupart des vérifications, il y a des fichiers de configuration, etc.
Donc, il y avait beaucoup de travail de ça, d'apprendre aux autres comment ça fonctionne et de communiquer. Puis forcément, ça change leurs habitudes aussi. Donc, comment est-ce qu'on change leurs habitudes, etc. Mais oui, ça a été pendant un an, ça a été à peu près la seule chose que j'ai faite. Oui, non, bah, merci. Oui, c'était intéressant d'avoir ça parce que j'ai vu des équipes un peu différentes et c'est vrai que souvent, enfin, dans des équipes qui n'étaient pas forcément très, très, très matures ou très, même parfois sur des équipes qui avaient quand même quelques années, mais l'enjeu de la sécurité était un petit peu négligé. Et d'un autre côté, ça prend une certaine expertise et du temps, mais je voulais savoir, c'est ça, est-ce que tu avais travaillé à temps plein? Oui, Je pense que c'est quand même un c'était à sujet. temps plein pendant un an, sachant que l'alternance s'est terminée un peu en même temps, en milieu d'année, on va dire. Donc, j'ai vraiment fait pendant 6 mois à temps plein toute cette partie-là. Mais oui, l'équipe est assez ancienne de manière générale. C'était vraiment parce que on a eu beaucoup de banques et d'assurances, etc., qui nous ont dit. On avait même certaines. Je pense que un peu le réveil, ça a été une entreprise qui a lancé un scan sur notre image Docker sans nous le dire et qui est revenu genre une semaine après la livraison pour nous dire les 96 vulnérabilités, là, ça serait bien que ce soit fixé dans un mois, on va dire. Euh, et donc, ça a été un peu le réveil slash coup de choc de dire, OK, là, faut qu'on s'y mette, quoi. Puis Oui, pareil, c'est intéressant. l'environnement de dev local était vraiment plus fonctionnel. On ne pouvait pas utiliser Ubuntu 24.04 parce que même 23.0, enfin 22.04, je pense, parce que Elixir, Ah je oui, pense que c'est c'est plus à jour. OpenSSL qui était plus à jour ou qui était C'est plus là, compatible. justement. Enfin, c'était vraiment, tout s'est un peu précipité en même temps. Et ça a été un peu le réveil de se dire, OK, là, faut qu'on Ouais, s'y mette. des fois, une crise, un réveil, c'est ça qui est nécessaire pour changer. Parce que souvent, c'est une question de culture aussi, culture d'équipe, culture d'entreprise. Et c'est vrai que c'est toujours difficile sur ces sujets-là, comme la sécurité, de faire, de convaincre l'intérêt business. Et c'est de la gestion de risque. Heureusement que le réveil, ça a été juste un client qui dit, ah tiens, ça, et pas une vraie faille à exploiter. Mais Ouais. C'est ah, aussi c'est que intéressant. ça a pris un bout de temps avant que les gens se rendent compte que un bout de code statique qui ne bouge plus préserve ses caractéristiques de sécurité quand c'est pas du tout vrai. Donc, on avait une réticence à faire des mises à jour et tout ça, quand au contraire, maintenant, on accepte que c'est de la même façon que les gens ont accepté qu'il vaut mieux mettre les browsers à jour toujours, c'est mieux. Même si ça nous expose à des risques de régression et tout ça, c'est quand même mieux de se garder à jour. Donc, il faut mettre l'effort plutôt sur ce côté-là. Je pense que le pendule balance plutôt vers des mises à jour Mais beaucoup plus fréquentes, mais c'est coûteux, hein. C'est très coûteux. on s'est, oui. Ouais, j'ai une petite question, Adrien Paul ou Adriane? Adrian ou Adrian Paul, mais c'est Adrian, Ok. oui. Qu'est-ce qui a motivé Myriad Connect à développer avec du Elixir? C'était quoi la décision d'entreprise? Est-ce que c'est venu de l'entreprise ou c'est venu des développeurs directement? Alors, je sais qu'à l'origine, donc Myriad Connect, c'est une entreprise qui a genre 20 ans, quelque chose comme ça. Et à l'origine, on faisait du Erlang parce que c'était dans le milieu de la téléphonie. On travaillait beaucoup avec Ericsson, je pense, ce genre de choses. Et donc, on avait deux produits, on va dire. On avait le produit qui s'appelle Core, Cellcube et Cellgate, pardon. Donc ça, c'était un produit qui était en Erlang, qui a été développé jusqu'à 2023 aussi, je pense. Et on avait donc une autre équipe qui est née en 2016, quelque chose comme ça, qui était l'équipe R&D qui développait le produit Hub. C'est sur lequel j'ai travaillé. La partie sécurité, c'est sur le Hub qu'on a fait. Et donc cette partie-là, c'était en Elixir parce que les développeurs étaient en mode on veut rester sur la BIM, etc. Puis Elixir a l'air un peu plus moderne, un peu plus facile à apprendre et plus facile à utiliser. Et on est donc parti sur ça. Mais au moment où je suis parti, on commençait à parler un petit peu d'utiliser du Python, notamment pour tout ce qui était les lambda AWS, et que ce soit plus facile à développer certains produits, etc. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné, mais c'était en discussion à peu près un mois avant que je parte qu'on a commencé à en parler. Et c'était plus, par contre, pour le coup, c'était plus push par la direction, on va dire, et le CTO que les développeurs. Les développeurs étaient pas mal contre, évidemment, mais, Parce mais que pour des les développeurs, raisons, eux étaient habitués à l'environnement Erlang, puis il c'est y ça, avait la confiance avec le langage. Et exactement. donc c'était facile d'introduire Elixir parce que c'était déjà comme
une continuité dans l'environnement de développement de la compagnie. A priori, oui. Je sais pas à quel point ça a été dur quand même de se dire: «On va utiliser Elixir plutôt qu'Erlang», mais oui, c'est à peu près tout le monde était, d'accord pour utiliser Elixir de ce que je maintenant en tout cas. Et oui, pour revenir juste avant, par exemple, le premier produit qu'on a utilisé, UpCovid, c'est celui où on s'est rendu compte justement que les applications qu'on n'utilisait plus forcément, qui n'étaient plus forcément déployées, avaient des vulnérabilités toujours. Parce qu'on a dit: «OK, on va utiliser un produit qui n'est plus vraiment trop utilisé pour le mettre à jour et voir ce qui se passe». Et c'est là qu'on s'est rendu compte: «Ah bah, il faut mettre littéralement tout Elixir à jour, tout, Ubuntu, tout Erlang» et cetera. Et ça a été un peu pareil, le même réveil de se dire: «Ah bon, bah, peut-être falloir qu'on déprécie quelques projets, qu'on dise on arrête de les déployer, on arrête de les toucher parce qu'on va pas les mettre à jour pour rien, quoi». Ouais, les mises à jour régulières. Ça, pour le coup, pour tous les gens qui travaillent sur des projets, arriver à introduire la culture de aller une fois à une certaine fréquence, on regarde un petit peu les dépendances qu'on a et on se met à jour, on se maintient à jour. Le faire un petit peu régulièrement, ça fait quand même passer ça sans avoir à demander la permission business de le faire. Mais c'est tellement nécessaire parce que si tu maintiens le même projet sur des années, c'est certain que tu vas avoir le problème. Sécurité, et puis même, tu me disais, développement, confort de développement. Ouais, ouais, Je ouais. pense que ça change aussi le calcul de, tu sais, quand on adopte une nouvelle dépendance, Hum, hum. c'est Oui. beau. La petite fonction, je ne serais pas obligé d'écrire, c'est magique, mais là, ça vient avec un contrat de maintenance de 10 ans de toutes les vulnérabilités qui peuvent s'y trouver. Ouais. C'est ça. Surtout, Faut l'inclure dans le coup. Alors en Elixir, ça va, on n'a pas eu trop de soucis sur les dépendances, à part évidemment, LiveView, qui était quand même assez instable en termes d'API, on va dire. Ouais. Mais ouais, mais par exemple, la la 1re version d'Elixir auquel on s'est attaché quand on a commencé le projet, c'était Elixir 1.14. Il y a certains produits qui nous ont mis un bon mois avant d'arriver à un résultat correct et déployé et cetera. Parce que pareil, on a changé de système de déploiement entre-temps, vu qu'avant c'était Distillery et maintenant c'est celui intégré à Elixir. Oui. Donc ça nous a pris beaucoup de temps de tout mettre à jour et tout comprendre comment ça marchait. Et juste après, on a eu Elixir 1.15 qui est sorti. On s'est dit: «Bon, bah, on va quitte à tout mettre à jour, autant mettre à jour 1.15». Puis, bah, là, ça nous a pris peut-être 1 heure maximum et encore. Et on avait mis à jour, la dernière version d'Elixir. Ouais, ouais. Puis il y a des releases il y a des upgrades plus faciles que d'autres aussi. Ouais. Oui, clairement, pareil pour Phoenix, il y avait quelques-unes assez violentes et d'autres où c'était plus Mmh. tranquille. Eh ben, excellent. Merci beaucoup. Merci encore, Adrien Paul. Et puis, bravo pour cette présentation. On est très ravis Merci. de la voir. Elle sera disponible là, dans la semaine en ligne. Écoutez, je vais conclure. Merci d'avoir été là, tout le monde. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. On va se retrouver fin octobre. On n'a pas encore de sujet, mais si quelqu'un veut présenter quelque chose, n'hésitez pas. Le Discord, c'est le meilleur moyen encore pour échanger. Ça peut être en français, ça peut être en anglais, tout niveau accepté. Et la dernière chose, oui, il y a juste une chose dont je voulais parler pour les gens qui sont au Québec. Avec le Meetup Elixir, on va organiser une petite journée de conférence fin novembre. En fait, je dis conférence, mais on va dire que c'est plus une espèce de gros Meetup sur toute une journée avec un peu tous les Meetup tech de Montréal, enfin pas tous, mais beaucoup, et même de Québec d'ailleurs. Donc ce sera l'ETS Formation. Attendez, là je suis pas sur la bonne page, voilà. Ce sera l'ETS Formation. Je vais vous partager le lien sur le Discord, mais on a Cleaver qui est ici, qui va faire une présentation en anglais. Où es-tu? Oui. Cleaver va faire une présentation en anglais pour faire une introduction à Elixir aux gens qui seront présents. Donc voilà, ça va être une journée complète. Je vais vous partager le lien, mais vous avez, voilà, en gros, vous avez un peu tous les meet-ups, Montréal Python, Women in AI, le JUG, TypeScript, etc. Et une journée comme ça avec 2 tracks, avec des sujets un petit peu variés. Et les billets, on a fait en sorte qu'ils soient abordables, parce que le but, c'était pas de faire une conférence pour le profit, mais plus d'avoir un gros meet-up. Donc, le billet est à $38 avec les taxes.
Donc c'est vraiment voilà. Il doit y avoir une 50aine de places. Si jamais ça vous intéresse, on va commencer à communiquer dessus. Donc c'est pour ça que j'en profite. On est officiellement le premier meet-up à en parler. On est ceux qui ont eu le premier événement avant les autres. Les autres en parleront la semaine prochaine. Non, en fait, non. Le deuxième meet-up à en parler, c'est le Jux, c'est demain. Bref, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans le Discord, comme ça vous pouvez prendre votre place. Et sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bonne Merci soirée, beaucoup. Merci tout le à la monde. prochaine. Ouais. Bonne soirée. Merci. Bye. Bye. Hi. How are you doing? How was it?